Bonsoir. Donc vous êtes les courageux qui avaient osé venir jusqu'ici pour écouter une séance d'information sur les moyens d'arrêt du tabac. Merci d'être là. Je pense qu'il y a une majorité de non-fumeurs, c'est juste. Vous êtes venus juste pour me soutenir. Où sont les fumeurs? 3, ok. On va pas avoir trop de mal ce soir, a priori. Bon. Tout d'abord, je souhaite remercier Emmanuel Mukwege, qui n'est pas là, d'avoir permis de mettre en place ce cycle de conférences. Donc un cycle de conférences, en fait, on va organiser régulièrement, à peu près toutes les 6 semaines, différentes conférences sur des différents sujets. On a une première conférence il y a 6 semaines sur la géopolitique de l'énergie, aujourd'hui le tabagisme, la prochaine en janvier sur les intelligences. Mais je vais y revenir après, ok ? Donc ceux qui sont là, qui habitent pas trop loin, je vous encourage à revenir régulièrement. Ceux qui habitent plus loin, vous pouvez aussi venir quand vous voulez. On communiquera les dates des prochaines conférences. Vous avez peur, les fumeurs, ou pas, de ce qu'on va parler de ce soir? Non? Vous êtes prêts? Vous êtes blindés? Ok. Il ne faut pas avoir peur. Alors, on va démarrer. Donc, on n'est pas beaucoup en même temps, donc, mais en tout cas, si vous avez un GSM, coupez la sonnerie, s'il vous plaît. C'est toujours plus agréable de pouvoir faire une conférence dans le calme. Je vais rapidement me présenter. La majorité, vous me connaissez, mais il y en a quelques-uns qui ne me connaissent pas bien, ou pas du tout. Donc moi, je suis médecin, diplômé à l'ULB en 2005. Je suis conseiller en prévention médecin du travail, tabacologue. Tabacologue, ça veut dire formé par le FARES, donc c'est le Fonds des affections respiratoires à Bruxelles. C'est le seul endroit où on peut diplômer des tabacologues en Belgique. Alors après, j'ai fait différentes choses en médecine, mais ce n'est pas très intéressant pour vous ce soir. Je vais vous poser une question. Au niveau du sevrage tabac, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter? Oui. Oui. Et quoi d'autre? Et ça, évidemment, si on a la volonté, les motivations, qu'on achète des cigarettes quand même, ça va être plus difficile. Donc la volonté, ça c'est très bien, bravo. Mais alors je vais préciser une chose. Parce que les non-fumeurs, il faut arrêter de casser les burnes aux fumeurs là-dessus. La volonté, on l'a ou on ne l'a pas. Il faut arrêter de dire, ouais, si tu n'arrives pas à arrêter de fumer, c'est parce que tu n'as pas assez de volonté. La volonté, on l'a ou on ne l'a pas. C'est un peu comme un interrupteur. On allume ou on éteint. La plupart des fumeurs veulent arrêter de fumer. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont peur d'arrêter. Ils ont peur de grossir, ils ont peur d'être nerveux. Et souvent, dans le couple, c'est le conjoint non-fumeur qui disait « oui, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes ». Il va en premier acheter des cigarettes. Je vois que ça sourit là-bas. J'ai raison, n'est-ce pas? Parce qu'on dit tu m'agaces, donc reprends ta cigarette, c'était mieux avant. On a peur de ne pas savoir gérer, on a peur d'être stressé, de ne pas être assez performant, on a peur de plein de choses. Donc, quand vous posez la question à un fumeur, est-ce que tu veux arrêter de fumer ou pas? Beaucoup vont dire non, pas trop. En fait, il y en a beaucoup qui veulent, mais ils ont peur des conséquences. Donc ils se disent, finalement, je ne vais rien faire. On va continuer à fumer, puis tant pis, un jour ou l'autre, j'aurai un déclic. J'attends le déclic, le fameux déclic. Donc la volonté, on l'a ou on ne l'a pas. Ça, c'est la première marche pour le succès. Après, on n'en parle plus. Donc dorénavant, la volonté, c'est vouloir. Si quelqu'un veut arrêter de fumer, ok, il l'a, c'est tout. On n'en parle plus. Après, bien vu, motivation. Et souvent, on confond en fait la volonté et les motivations. La volonté, c'est vouloir. Les motivations, c'est qu'est-ce qui va vous motiver à atteindre un objectif. Ça, c'est valable pour la cigarette, c'est valable pour autre chose. Pour la réussite de ses études, au niveau travail, un objectif personnel. On a la volonté, on veut faire quelque chose. Après, il faut se motiver. Et plus on a de motivation, plus on a de points d'accroche pour pouvoir avancer et atteindre l'objectif. Et ensuite, il faut la persévérance. Parce que quand vous allez avoir une mauvaise journée, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous dire « ouais, maintenant, je suis fatigué, je ne me sens pas bien, je suis démotivé, j'ai un coup de mou, je vais quand même prendre ma cigarette, ça va me rebooster, ça va me remonter le moral. »
En fait, c'est là qu'il faut avoir de la persévérance. Dans ce cas-là, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de motivation aussi, parce que si on va se rebaigner, se ressourcer dans ces motivations, on va se dire, oui, mais quand même, pourquoi je le fais? Je le fais pour mes enfants, pour ma santé, pour être mieux, pour ne plus sentir mauvais sur les vêtements, pour ne plus avoir une mauvaise haleine, etc. etc. Et après, c'est la persévérance, c'est vraiment se dire, ok, allez, on applique une discipline et on y va. Voilà, ça, c'est les 3 clés du succès. Alors, qu'est-ce qui rend dépendant au tabac? J'entends. La nicotine. Ouais. Pourquoi? Ouais. La nicotine, c'est une drogue. Est-ce que vous allez mourir de la nicotine? Est-ce qu'on meurt? Ah, du coup, là, j'ai rien compris. Non, voilà. Donc, on ne meurt pas. C'est un poison, mais on ne meurt pas. La dose létale pour un être humain, pour un adulte, c'est 500 à 1000 mg. Donc, 500 mg à 1 gramme de nicotine en une fois. La cigarette, vous prenez des petites doses plusieurs fois par jour. Okay? Pour votre culture générale, la nicotine, elle vient d'où? Pourquoi il y a de la nicotine dans la cigarette? C'est? Non, ce n'est pas dû à la combustion. Ce n'est pas quelque chose qu'on rajoute. Donc les cigarettiers n'ont rien à voir là-dedans. C'est le tabac. La plante de tabac produit de la nicotine parce que c'est un pesticide. Alors comme c'est la molécule de la dépendance, les fumeurs, vous êtes accros à un pesticide. Mais c'est bio. Mais c'est un pesticide. Mais c'est bio. Mais c'est un pesticide. Une cigarette, pour vous dire que la dose de nicotine dans une cigarette, quand vous allez la fumer, vous allez absorber à peu près environ 1 mg de nicotine. Donc on est bien loin de la dose mortelle. Alors après, il faudrait être motivé et persévérer si vous voulez vraiment mourir avec la cigarette. Quand vous allez absorber cette nicotine, en fait, votre corps va l'éliminer. C'est un processus naturel, il va l'éliminer, c'est un toxique. Et donc la demi-vie, le temps de demi-vie de la nicotine, c'est 2 heures. Donc vous voyez sur le graphique ici, donc quand vous allez fumer ici au temps 0, vous allez prendre votre cigarette, vous allez tirer dessus, vous allez avoir un boost de nicotine dans le sang, un shoot, ça monte, et puis après, 2 heures après, vous aurez déjà la moitié de la dose que vous aurez absorbée. Donc si vous avez une cigarette, vous avez 1 mg environ, on va dire. 2 heures après, vous aurez 50 mg, 0,5 mg, donc la moitié, et puis 2 heures après, encore la moitié de la moitié, et ainsi de suite. Donc, après une journée sans fumer, on peut dire que vous avez déjà éliminé toute la nicotine de votre corps. Mais après, il faut encore ne pas fumer les jours d'après, sinon vous allez remonter. Alors, la nicotine, ça agit sur le cerveau. C'est un neurostimulant, une molécule qui va activer des zones particulières du cerveau. Et à votre avis, combien de temps ça met pour aller dans le cerveau pour activer ces zones? Ouais. Les autres, pas d'avis? Vous savez pas. Je vous apprends beaucoup de choses, ça me fait plaisir. Ça prend 10 secondes environ, donc c'est très rapide. C'est pour ça que je vous ai parlé du shoot, en fait. Pour ceux qui fument, tu ne fumes pas, Gilberte? Ok, tu me rassures. je te vois en panique. Ça ne te concerne pas, on est d'accord? Donc le fumeur, il va tirer sur sa cigarette. En 10 secondes, la nicotine va aller dans une zone bien précise du cerveau, activer des neurones. Alors là, bon, je vais faire très simplement. On ne va pas revoir toute la neurophysiologie. Mais en fait, la nicotine va se fixer sur les neurones, sur des zones bien précises. Et en fait, le neurone, lui, une fois qu'il est activé par la nicotine, il va libérer une substance qui s'appelle la dopamine. Ça, vous avez déjà entendu parler? Ça sert à quoi? Ça, en général, on sait moins. Oui, j'ai entendu bien-être. Donc, c'est les plaisirs, voilà, super. Donc, c'est vraiment le plaisir, la récompense.
Vous savez, les expériences avec les petits rats, les souris de laboratoire, on met un petit sucre, hop, elles font dans le labyrinthe, elles trouvent le sucre, et après on recommence, et ainsi de suite. En fait, c'est ça que ça active. Donc, au niveau de ces neurones-là, il n'y a pas que la nicotine qui agit comme ça. Il y a d'autres sources de plaisir. Lesquelles? Ouais, le sport, chocolat, café, la caféine, hein, la drogue, amphétamine. Certains, ça agit un peu différemment, sur le même mécanisme, mais pas forcément comme ça, mais ok. Donc voilà. Alors le système de like sur Facebook, on va en parler, parce qu'en fait, ça a été développé aussi par des neuropsychologues. Pour ceux qui sont un petit peu réseaux sociaux, quand vous postez quelque chose ou une photo, on aime bien voir qu'il y a du retour, qu'il y a un like, que ça partage, que ça discute. Et bien, en fait, ça active le même circuit au niveau du cerveau. C'est la récompense. C'est la dopamine, ça passe par la dopamine. OK? Le sexe, le sport, on en a parlé, c'est la même chose, c'est toujours le même mécanisme. On a une récompense, une satisfaction, ah, ça fait du bien. Et alors en plus, quand vous faites quelque chose qui vous fait du bien, le cerveau va vous dire, fais encore, ou prends une cigarette en plus, parce que c'est encore mieux. Vous êtes avec des amis, vous allez en terrasse boire de l'alcool, l'alcool ça agit aussi là-dessus. Prenez un petit verre, un apéro, eh ben, votre cerveau il va vous dire, prends une cigarette, parce que ça va amplifier la réponse. C'est pour ça qu'en général, les fumeurs ils disent, oui, c'est vrai quand je bois un petit verre, un apéro, après j'ai envie de prendre une cigarette. Mais c'est normal, parce que ça agit comme ça. Donc, vous n'êtes pas content. Hein, donc, vous avez des sources négatives. Vous avez des stress, des peurs, des angoisses, la peur de grossir, la peur d'être stressé au travail, avec le conjoint. Vous avez un conflit au travail avec un collègue ou votre patron. Vous recevez une mauvaise nouvelle, vous avez une amende dans la boîte aux lettres, vous vous êtes pris la tête avec votre mari. Tout ça fait que, voilà, il y a des stress, des sources qui viennent provoquer l'envie de fumer, l'envie de prendre une cigarette. Hop, tout ça, c'est des sources qui vont vous donner envie. C'est même plus vous consciemment qui y pensez. Hein. Votre cerveau, en fait, il a appris à gérer ça tout seul. Ça agit en mode automatique. Il y a une contrariété, hop, solution immédiate, je vais prendre une cigarette. Pourquoi? Parce que la cigarette va aller inhiber. Comme si elle vient avec un gros coussin, on appuie dessus sur les facteurs favorisants et ça inhibe, on se sent bien. Ah, j'ai pris ma cigarette, là, je me sens mieux. Après, les sources, elles sont toujours là. Donc après, une fois que l'effet s'estompe, les sources, elles sont toujours là. Et en plus, pardon, j'étais trop vite. Et en plus, la cigarette, comme ça provoque le plaisir, voilà, ça donne cette satisfaction et vous baignez en fait dans cette atmosphère de dopamine. Ça, c'est le mécanisme que vous devez comprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a deux mécanismes aussi qu'on appelle tolérance et dépendance. Vous voyez un petit peu, c'est quoi la différence? Tolérance, dépendance. Oui, c'est quoi? Oui. Et la tolérance? Donc la dépendance, c'est exactement ça. C'est le fait que le corps, à un moment donné, il dit « je veux ma substance, quelle qu'elle soit ». Tout ce que j'ai énoncé, on peut devenir accro. La tolérance, ça ne s'applique pas à toutes les molécules. Et parfois, ce n'est pas de la même façon. Par exemple, la tolérance, très, très simplement, c'est vous prenez une substance, ça vous donne du plaisir, et après, votre corps vous dit « j'en veux encore », mais la fois suivante, le corps va vous dire « j'en veux plus ». Il y a une tolérance qui s'installe, ça veut dire que votre corps, en fait, il a besoin de chaque fois plus. C'est le cas de l'héroïne. C'est pour ça qu'on fait des overdoses. Vous ne risquerez pas d'overdose de la cigarette, parce que votre corps, chaque fumeur va avoir un besoin particulier, il va dire, voilà, moi j'ai besoin de cette dose-là, maintenant il me la faut. Mais ça ne va pas aller chaque fois en s'accroissant. Au niveau de la dépendance, donc la tolérance, ce n'est pas quelque chose qui s'applique vraiment au tabac. Par contre, la dépendance, si. Ça, vous êtes dépendant, sinon vous ne serez pas là. Et il y a deux types de dépendance. La dépendance physique et la dépendance comportementale ou psychologique.
Comportemental ou psychologique, c'est clairement le rôle social. Vous êtes au boulot, votre collègue va prendre sa pause, il va fumer, il va dire vas-y, viens avec moi. Bah ouais, allez, je vais venir avec toi, on va fumer, etc. Ça, c'est vraiment le rôle social. Vous êtes avec des amis en terrasse au restaurant, après, voilà, tout le monde sort fumer, bah, on va tous sortir fumer. Même pour le fumeur qui n'a pas envie de fumer à ce moment-là, il va se dire ah, je vais les accompagner, je vais aller avec. La gestion du stress. Beaucoup de fumeurs se disent avec ça, je gère mieux mon stress. Encore une fois, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça vous donne l'impression de pouvoir gérer, mais c'est juste illusoire, c'est très temporaire. Le plaisir, la détente, ben, ça va avec, hein, on gère le stress et puis après on a l'impression qu'on est bien. Ou alors on le fait pour justement être encore mieux. Ça devient une habitude. Donc il y a des fumeurs, ils allument, même par automatisme, en fait, leur cigarette. Il y a des gens, une cigarette qui s'éteint, ils en allument une autre et ils ne se rendent même plus compte. À un moment donné, ils sont là, ils disent « Oh tiens, j'ai une cigarette en bouche ». Ça devient vraiment automatique. Et pour ce qui est du physique, bah là, c'est vraiment le manque. Comme on le voit dans les films, les gens, les drogués, là, ils sont comme ça, ils transpirent, ils sont nerveux, ils deviennent irritables, voire violents. Bah là, c'est vraiment le corps qui vous dit « J'ai besoin de ma drogue, j'en ai besoin ». Avec tous les autres symptômes qui accompagnent, troubles du sommeil, troubles de la concentration, etc. Alors, quel est le meilleur moyen, d'après vous, pour arrêter de fumer? Oui. On sent qu'il y a de l'expérience là. Donc, chaque fumeur est unique. C'est comme un hypertendu qui va chez le médecin pour se faire soigner son hypertension. Vous allez voir que le médecin ne donne pas toujours la même molécule, même s'il y en a beaucoup qu'on retrouve de manière fréquente. On ne sonne pas toujours avec la même chose. Chaque fumeur est unique et donc il y a un suivi qui doit être personnalisé. Il faut prendre le temps de faire un bilan, connaître les antécédents du fumeur, l'histoire de son tabagisme, comment il a commencé, quand est-ce qu'il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui est intervenu entre-temps, qu'est-ce qu'il a déjà mis en place pour arrêter de fumer, qu'est-ce qu'il a essayé, qu'est-ce qui a marché, pas bien marché, pas du tout marché, pourquoi ça n'a pas bien marché, évaluer la dépendance psychique, la dépendance physique, ça, il y a des questionnaires pour ça, pour évaluer. C'est indicatif, mais ça aide vraiment dans la prise en charge. Évaluer l'intoxication, évaluer les motivations et identifier les freins à l'arrêt. Qu'est-ce qui bloque à chaque fois le fumeur? Qu'est-ce qui fait qu'il va reprendre? Il y a des fumeurs qui vont dire « Ouais, moi j'ai déjà essayé 15 fois, ça n'a jamais marché ». Et pourquoi? Vous avez essayé quoi exactement? Comment? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez repris, que ça n'a pas marché? Si on n'explore pas tout ça, en fait, on se retrouve devant un inconnu et après on va y aller à tâtons. On va faire du n'importe quoi. Quel est d'après vous le pourcentage de réussite pour un fumeur qui ne demande pas d'aide et pour un fumeur qui demande de l'aide? Quand je dis de l'aide, c'est un professionnel. Donc 1% et 75%. D'autres idées? 10, pourquoi? Pour les deux? « 30 avec l'aide et 10 ». Alors, le taux de réussite sans aide, c'est 3 à 5%. C'est pas loin. À long terme, sur 12 mois, la plupart des études sur le sevrage du tabac, en général, on prend soit 6 mois d'arrêt, soit 12 mois d'arrêt. Parce qu'en tabacologie, on considère qu'un arrêt efficace, c'est 12 mois d'arrêt. Dans certaines études, on prend 6 mois, on est un peu plus large. Donc 3 à 5%, ça veut dire qu'il y a 95 à 97% de fumeurs qui n'y arrivent pas tout seuls. Donc le fameux « ouais, mais moi j'arrête quand je veux, j'arrête sans aide », au final, souvent c'est du pipeau. Et souvent ces gens-là, en fait, ils continuent à fumer. Ils disent « moi j'arrête quand je veux, mais ils continuent à fumer ». Donc il y en a très peu qui arrivent sans aide, mais il y en a quand même qui arrivent. Et 40%, c'est une estimation, avec une assistance professionnelle selon les traitements. Selon les traitements. Mais là, il y a des études qui sont très, très discordantes sur les chiffres. Alors, comment est-ce qu'on évalue le tabagisme d'un fumeur? . 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
Oui, mais même vous, comment quelqu'un qui vient vous dire, là, je fume, comment est-ce que vous évaluez son tabagisme? Le nombre de cigarettes? Alors, le nombre de cigarettes, le médecin qui pose la question, combien est-ce que vous fumez de cigarettes par jour? 5, 6 cigarettes, ça va. 20 cigarettes, 25 cigarettes, non, ça va pas, c'est trop. C'est du pipeau, c'est bidon, ça sert à rien. Savoir, savoir combien de cigarettes on fume par jour, ça sert à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça vous choque? Ce serait pas marrant, hein? C'est bidon, le nombre de cigarettes. En fait, il faut évaluer l'intoxication au CO. Le CO, c'est le monoxyde de carbone. Qu'est-ce que ça va avoir le monoxyde de carbone là-dedans? Il se passe quoi? Le fumeur, il fait quoi avec sa cigarette? Il fait quoi? Avant. Donc, il prend une cigarette dans le paquet et il fait comme ça. Il allume. Qu'est-ce qui se passe quand il l'allume? C'est quoi? Il allume quoi? L'interrupteur? Il y a une combustion du tabac. Une combustion, ça veut dire que de chaleur, oui, ça c'est sympa encore. Ça chauffe, oui. Ça brûle, donc ça brûle. Et ça produit quoi? Il y a une combustion, donc il y a une production de substances toxiques. Vous aimez bien l'odeur du barbecue? Ouais. C'est bon les fumées, le noir là, à respirer? Ouais, directement, peut-être moins enthousiaste. Lors de toute combustion, quand vous allumez quelque chose, même si vous faites un feu avec votre sauge ou votre romarin du jardin, si vous le brûlez, vous produisez aussi du monoxyde de carbone, entre autres, avec tout le reste aussi. Et le monoxyde de carbone, c'est mortel. Merci de me soutenir, j'apprécie. Donc, en fait, ce monoxyde de carbone qui est produit, on peut le doser. Comment vous allez être intoxiqué. Ça, on peut le doser. Il y a un petit appareil qui existe exprès pour doser ce monoxyde de carbone. Et c'est ça, en fait, qui va permettre de voir si un fumeur s'intoxique beaucoup ou si un fumeur s'intoxique peu, indépendamment du nombre de cigarettes. On en parlait tout à l'heure, ouais, 50 cigarettes par jour. Alors moi, j'ai connu quelqu'un qui fumait 60 cigarettes par jour en consultation, 60 cigarettes par jour. Finalement, l'intoxication, c'était pas terrible. Quand je dis pas terrible, c'est-à-dire que ça allait, quoi. Il était déjà malade au niveau pulmonaire, en fait, ça respectait sa pathologie pulmonaire. Bah. Hein? Oui, il faut que je précise. Je vais préciser après. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y en a qui fument 5, 10 cigarettes par jour, 15, et en fait, ils s'intoxiquent plus que cette personne, peut-être, qui en fumait 60. Donc, le nombre de cigarettes, on oublie, vous sortez ça de votre tête, il faut faire un dosage particulier pour voir si on est intoxiqué. Parce que ça, ce sera le meilleur marqueur pour voir si la personne s'intoxique beaucoup ou pas beaucoup. En fait, c'est comme une cheminée, d'accord? Plutôt qu'une cheminée à la maison, vous mettez du bois. Ce n'est pas parce que vous mettez beaucoup de bois que le feu va produire beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. Ça va dépendre du tirage. S'il n'y a pas de tirage, le feu s'éteint. Vous aurez beau avoir rempli votre four de bûches, il ne se passe rien. S'il y a un bon tirage, ça produit. Et après, vous mettez des bûches et on y va. Et ben, c'est ça en fait. Le fumeur, qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as dit, Magdalene, il aspire. Donc, qu'est-ce qui va jouer dans l'intoxication? C'est comment il va aspirer. Si on tire beaucoup, ça fait du bien. Ou si c'est, voilà, je la pose.
En fait, il y en a qui allument beaucoup de cigarettes par jour. Mais ils ne les fument pas beaucoup. Ils les allument, ils jouent avec. Ils jouent, après ils sont occupés, ils tirent un petit peu dessus. C'est juste pour s'occuper les mains, c'est juste du comportemental. Par contre, il y en a qui en fument 5 ou 10 parce qu'il ne faut pas trop fumer. Alors ils vont tirer beaucoup dessus. Et ils vont vous dire, ouais, elle est vite finie. Et le filtre, il est très coloré. Il est brun, un beau brun, quoi. Quasiment noir, ébène. Donc c'est ça, en fait, qui fait la différence. Ceux de ma génération et plus âgés, vous connaissez le dessin animé La Vie. Bon, de toute façon, je vois qu'il n'y a pas trop de jeunes, donc tout le monde connaît a priori. Les gaz du sang, les différents gaz du sang, vous avez l'oxygène. L'oxygène, la formule, c'est O2. O2 parce qu'il y a oxygène, oxygène. C'est facile. Le CO2, c'est carbone, le noir, et 2 d'oxygène. CO2, c'est facile. Le CO, c'est facile aussi, un carbone, un oxygène. Vous êtes devenu chimiste. Le globule rouge, qu'est-ce qu'il fait? Lui, son rôle, c'est de transporter l'oxygène dans le sang aux différents organes. Hein, en incluant aussi les poumons et le cœur. Parce que le cœur, il pompe pour transporter, mais il doit aussi se perfuser lui-même. Donc les globules rouges ici, leur rôle, c'est de transporter l'oxygène aux organes, à tout le reste du corps. Et une fois qu'ils déposent l'oxygène, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent la vidange, le CO2, et ainsi de suite. Le CO, par contre, c'est un peu particulier. Les globules rouges, donc, c'est au niveau des poumons qui vont se charger en oxygène. Ils font un tour, ils font une balade, et à la fin de la promenade, ils reviennent au niveau des poumons, ils relarguent le monoxyde de carbone, et puis après, ils reprennent de l'oxygène, et ainsi de suite. Vous êtes devenu médecin. La circulation du sang, voilà, c'est ça, donc c'est ce que je vous expliquais. Et maintenant, on va voir, sur un volontaire éventuellement, comment ça marche le test. Juste, on ne va pas le faire aux fumeurs, comme ça on ne va pas les embêter. On va prendre une volontaire, juste pour vous montrer comment ça se passe, ce test, ce dosage. Nathalie, c'est à toi de jouer. Voilà. On pourra le faire après pour ceux qui veulent tester. Mais comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Donc l'appareil, il est petit. On met une petite paille. Ce n'est pas un test de drogue. Ce n'est pas un test d'alcool non plus. Donc j'allume l'appareil. Voilà, c'est un appareil classique. Je vais lui demander d'inspirer profondément, de bloquer pendant 15 secondes. Et au bout des 15 secondes, elle va souffler dans l'appareil. Tu es prête? Vas-y. Tu bloques. Voilà, je te passe l'appareil. On attend 15 secondes. Vous pouvez parler entre vous. Vous pouvez aller sortir fumer une cigarette. Il y a un premier bip qui va arriver. Deuxième, troisième. On souffle tout l'air des poumons. On y va, on souffle tout. On évacue tout encore. Pour autant qu'on ait de l'air dans les poumons, on y va, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Il ne va rien se passer, il ne va pas y avoir de malaise, rassurez-vous. Voilà. OK. Donc ici, le résultat, il est bon. Donc tu es non-fumeuse, visiblement. Super. Donc, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Donc ici, l'appareil me donne un résultat en ppm de monoxyde de carbone, donc en particules par million. Donc c'est un dosage qui est précis. Ça peut monter plus haut, évidemment, pour les fumeurs. Ça peut monter très haut. On va voir maintenant les valeurs. Et puis après, ça donne un autre résultat. Donc, au niveau du dosage de monoxyde de carbone expiré, en ppm, donc un non-fumeur, en général, il a entre 0 et 6 ppm, éventuellement 7 ppm. Donc là, ça reste, les diodes restent vertes. Le fumeur passif ou l'asthmatique, ou celui qui a du BPCO, donc une bronchite chronique obstructive. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais dit qu'il respecte sa pathologie, parce qu'en fait, il était BPCO, et donc en fait, il était un peu plus que 10. Éventuellement, ça peut aller jusqu'à 12-13, voilà, pour un BPCO. Un emphysémateux, etc., et ça peut aller jusqu'à 12-13. Là, ça commence à faire bip, bip. Là, pareil. Un petit fumeur, jusqu'à 20 ppm de ces monoxydes de carbone, là, ça fait bip, 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 bip.
Voilà, ça va jusqu'à 20 ppm. Et puis après, jusqu'à 30 ppm de monoxyde de carbone, là, ça fait bip, 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 ça devient rouge, hein, il y a des diodes rouges qui s'allument. Et là, on voit que la personne, elle s'intoxique beaucoup. Mais ça n'a rien à voir avec le nombre de cigarettes. Donc dorénavant, le fumeur, laissez-le tranquille avec la volonté et le nombre de cigarettes. On s'en fout. Ça peut monter plus qu'à 30. Hein. Bon, le maximum que j'ai eu en consultation, c'était 84 ppm de monoxyde de carbone. Ça veut dire que si on a du monoxyde de carbone, en fait, le monoxyde de carbone, qu'est-ce qu'il fait? Les infirmières, là, qu'est-ce qu'il fait, le monoxyde de carbone? Il y en a deux, là. Il prend la place de l'oxygène. Donc, si on a beaucoup de monoxyde de carbone, on est intoxiqué au monoxyde de carbone. Hein, chaque année, environ dans ces périodes-ci, et fin d'année aussi, il y a les cas d'intoxication au CO dans les journaux, dans la presse, voilà, etc., parce que les gens font des barbecues à l'intérieur. Bon, ce n'est pas une très bonne idée. Ou des mauvais chauffages, etc. Et c'est un toxique. Donc, le monoxyde de carbone va prendre la place, hein, c'est pas aller très, très haut, hein, ça prend la place de l'oxygène, parce que l'oxygène, qu'est-ce qui fait qu'il se fixe sur le globule rouge? C'est qu'il y a une affinité. J'ai représenté ici un peu comme deux aimants. C'est pas que le globule rouge, il n'est pas vraiment comme ça dans la vraie vie. Hein. C'est les espèces de pneus que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'a pas des bras pour prendre l'oxygène. C'est juste que l'oxygène, quand il arrive en contact avec le globule rouge, il y a une affinité, ça match. Comme sur Tinder. Ceux qui rigolent, c'est ceux qui connaissent. Je vous ai repéré. Mais le monoxyde de carbone, lui, il a une affinité qui est 240 fois plus forte que l'oxygène. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il y a du monoxyde de carbone, en fait, il va prendre la place, il va pousser l'oxygène, il va prendre la place sur le globule rouge. Et une fois qu'il fait ça, l'oxygène ne peut plus se fixer sur ce globule rouge. Et donc au plus vous êtes intoxiqué, au plus vous avez du sang, des globules rouges qui sont chargés en monoxyde de carbone. Ça ne sert à rien. Au niveau efficacité, ça ne sert à rien. Donc quelqu'un qui a une intoxication très forte, il peut aller jusqu'à 8-10% de globules rouges chargés en monoxyde de carbone. Heureusement, là aussi, il y a un temps de demi-vie. Ça veut dire que le corps, il va quand même éliminer ce monoxyde de carbone. Malgré la forte affinité, le globule rouge, il peut se débarrasser à un moment donné. Mais la demi-vie, elle est de 5 à 6 heures. Ça veut dire que pour avoir la moitié de la dose, eh ben, il faut attendre 5 à 6 heures. Donc vous êtes à 30 ppm de CO. Après 5-6 heures, vous êtes à 15. Après 5 à 6 heures, donc après 10 à 12 heures, vous êtes à 7,5, et ainsi de suite. Mais là aussi, une journée sans fumer, vous vous débarrassez de la nicotine, vous vous débarrassez de l'intoxication au CO. Mais si le lendemain vous refumez, c'est reparti. Ce qu'il faut savoir, c'est que, là je vais vous donner un terme technique, on va parler de corrélation linéaire. En fait, tout simplement, c'est statistique. Quand vous faites ce dosage ici de monoxyde de carbone expiré, la quantité de ppm, donc le dosage qu'il vous donne, le chiffre qu'il vous donne, on sait que ça correspond directement avec les besoins en nicotine dans le sang. Ça veut dire que si quelqu'un a un dosage de 20 ppm de CO, on va sur le graphique, on arrive à 20, hop, eh ben, il a besoin de 20 mg de nicotine. Pourquoi c'est important? Parce que si après on veut vous donner des substituts nicotiniques, les patchs, etc., il faut savoir quel dosage vous donnez. Parce que les substituts nicotiniques sont en vente libre en pharmacie. Vous vous présentez chez le pharmacien, dites voilà, moi je fume 15 cigarettes par jour. Le pharmacien va vous dire toi tu travailles en pharmacie, tu as déjà conseillé pour ça. Donc tu fais ça. Ouais, mais ça veut dire que quelqu'un qui a un dosage à 50 ppm de CO, ça veut dire qu'il faut 50 mg. Et c'est quoi le plus haut dosage de nicotine en patch? Non, c'est 25. Chez Nicorette, c'est 25. 25, tu es juste à la moitié. C'est pour ça que parfois il en faut 2, ou 1,5, éventuellement on peut en couper en 2. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fumeurs qui vont vous dire « Moi, les patchs, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas, j'ai toujours envie de fumer. » Si on a toujours envie de fumer, ça veut dire que... Qu'est-ce qui se passe?
si un fumeur a toujours envie de fumer, ça veut dire que ce n'est pas suffisamment dosé. Ça veut dire qu'on ne compense pas le besoin. Et donc c'est important de doser l'intoxication pour après savoir adapter le dosage. Sinon, on se plante. Aller en pharmacie pour acheter des substituts, c'est pipeau aussi, quoi. Je ne vais pas me faire des amis, mais c'est comme ça. Donc les moyens de sevrage, les substituts nicotiniques, il y a les patchs, c'est comme les patchs antidouleurs, sauf que là on a mis de la nicotine à la place. Vous le collez sur les bras, collez ce qu'il faut en ayant adapté le besoin. Vous avez des comprimés qui se mettent en bouche à sucer, certains qui se mettent en dessous de la langue. Vous avez les gommes. Pour les fumeurs, s'il y en a qui en veulent après, j'en ai acheté exprès. C'est libre, c'est gratuit. J'ai pris les goûts fruits en plus, c'est le moins mauvais. Parce qu'en général, c'est dégueulasse, mais goût fruits, c'est le moins dégueulasse. Vous avez aussi l'inhaleur. Vous connaissez l'inhaleur, hein? Donc c'est ceci. C'est pas une cigarette électronique, c'est juste un espèce comme un stylo en plastique. Donc il n'y a rien, c'est juste mécanique. Vous l'ouvrez, vous mettez une cartouche avec un petit filtre qui contient 10 mg de nicotine. Vous le mettez dedans. Une fois que vous fermez, vous ouvrez les opercules en aluminium et ça libère la nicotine. Et après, vous pouvez tirer dessus. C'est discret. Vous le mettez dans la poche et c'est facile. Ça permet de compenser un petit peu la dépendance physique par l'apport de nicotine. Mais bon, pour avoir le niveau d'une cigarette, il faut déjà tirer dessus comme un malade pendant 20 minutes. Par contre, ce qui est l'idéal, c'est que ça va aussi jouer sur le comportemental. Les gens, les fumeurs qui aiment bien avoir un truc dans la main. Ça, c'était le cas de la personne qui en fumait 60 et qui, en fait, ne tirait pas dessus. Il aimait bien juste avoir quelque chose dans la main. Ça fait bien, ça, élégant, c'est stylé. Donc, pour les non-fumeurs, ne vous mettez pas à fumer, prenez ça si vous voulez avoir l'air élégant. Alors après, vous avez aussi les comprimés. Il y a différents dosages. Ici, il y a du 2 mg, il y a du 4 mg. Il faut considérer que si vous prenez un de 2 mg, vous absorberez à peu près 1 mg de nicotine. Donc vous n'allez pas absorber la quantité qui est écrite dessus. Vous prenez un 4 mg, ça équivaut à 2 mg. Absorbé, hein, d'accord? Donc ça, en général, voilà, ça peut être un petit plus durant la journée. Si vous sentez que là, je commence à avoir envie de fumer, on peut prendre un petit comprimé en plus. Alors, en France, il y a un spray nasal, mais il n'existe pas en Belgique, donc j'en parle pas. Par contre, vous avez le vaporisateur. C'est uniquement chez Nicorette. Je ne fais pas de pub, je ne suis pas payé de toute façon. Mais vous avez une vaporisation. Voilà. Et ça vous donne 1 mg de nicotine par vaporisation. Ça agit assez rapidement, ça agit en 60 secondes. Donc ça permet de vous calmer plus rapidement. Si jamais vous sentez que là j'en ai vraiment besoin, le chewing-gum, j'ai pas envie de le mâcher, le machin en plastique, j'ai pas envie de commencer à chipoter avec, il me faut quelque chose de rapide. Une vaporisation. Maximum, vous en faites 2. Au-delà de 2, je vous défie d'en prendre plus. Parce que c'est très mentholé, en général, ça arrache la gorge. S'il y en a qui veulent essayer après, vous pouvez essayer. En plus, il y a une sécurité enfant, donc c'est pratique. Donc ça, c'est les substituts nicotiniques. Alors, souvent, on dit, oui, mais attendez, je veux arrêter de fumer, je ne vais plus avoir de nicotine. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous me mettez de la nicotine. C'est débile quand même. Ben non, pas tout à fait. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la nicotine qui vous tue, c'est tout le reste. Vous savez combien il y a de substances nocives dans la fumée de cigarette? Hein? J'entends rien, franchement. Soyez affermis, là. Ok, toi, tu ne connaissais rien d'autre. Ok. Il y a mieux? 70, 500, qui dit mieux? Qui dit mieux? Oh, mais combien plus? Combien? 71? 502? 1000? Il y a entre 5000 et 6000 substances nocives dans la fumée de cigarette. Dans la fumée de cigarette.
Ce n'est pas quand vous achetez votre paquet de cigarettes qu'il y a 5000 substances nocives. Et ce que je vous ai dit, c'est que puisque vous allumez, vous allez brûler, il y a de la combustion de substances organiques va produire de nouvelles substances, des composés nocifs, et parmi ces composés nocifs, des composés aussi cancérogènes. Ils ne sont pas tous cancérogènes, mais il y en a déjà quand même pas mal. Donc les fumeurs qui disent « oui, mais moi je cultive mon petit tabac dans mon jardin, c'est bio, et donc c'est moins nocif ». C'est bidon. Parce que vous pouvez même fumer vos cigarettes, vous prenez du simple papier non blanchi au chlore, hein, vous faites une cigarette avec ça, c'est la même chose. Vous prenez vos épices aromatiques, vous mettez votre sauge ou votre romarin du jardin, il y a une combustion, ça provoque aussi, ça produit les goudrons, ça produit le CO, ça produit le reste. Vous n'aurez juste pas de nicotine. Mais de toute façon, on s'en fout, puisque ce n'est pas ça qui tue. Mais vous ne deviendrez pas dépendant de vos cigarettes au romarin du jardin. En général, si vous passez à ces stades-là, c'est qu'il y a quand même du tabac avant. Pourquoi alors on donne des substituts nicotiniques? Parce qu'en fait, le mécanisme d'action est très différent. Je vous ai dit avant, la nicotine, en 10 secondes, ça atteint le cerveau. J'ai ma dopamine, je suis bien. Donc ça ne va pas. Ma femme, elle m'a saoulé toute la soirée. Je prends une cigarette, je me suis détendu. Ça va très vite. La cigarette, le pic de nicotine dans le sang, ça monte très vite. C'est comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ça diminue. Par contre, les autres substituts, en fait, c'est beaucoup plus lent. Par exemple, le patch, au moment où vous le collez sur la peau, il faut 4 heures avant que ça commence à atteindre le niveau qui est indiqué sur la boîte. Si vous prenez un patch de 21 mg, avant d'avoir la dose de 21 dans le sang, il faut attendre plus ou moins 4 heures. Donc c'est très lent. Donc vous n'allez pas devenir dépendant des patchs, vous n'allez pas devenir dépendant des chewing-gums, des comprimés, etc. Vous êtes dépendant de la cigarette, tout simplement. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre des substituts. Il faut savoir comment les prendre correctement et quel est le dosage. Parce que sinon, vous foirez, et après vous allez vous dire, j'ai essayé le chewing-gum, j'ai essayé le patch, j'ai essayé les comprimés, j'ai essayé ceci, et ça ne va pas. Donc chez moi, ça ne fonctionne pas. Alors au niveau des médicaments, il y en a 2. Le Champix, qui a connu son heure de gloire, mais qui n'est plus en vente. L'année passée, on disait encore que là, il y avait une rupture de stock. En fait, il y a une suspension de la distribution parce qu'on a retrouvé des substances dedans qui, voilà. C'était pas autant comme les cigarettes, mais voilà, au niveau des médicaments, on est beaucoup plus strict. Donc on les a retirés, c'est toujours pas disponible en 2024. Il y a un autre médicament, c'est le Ziban. À la base, en fait, c'est un antidépresseur. Et puis, dans une étude, on s'est rendu compte que parmi les fumeurs, ils arrêtaient beaucoup plus de fumer que les non-fumeurs. Enfin, que les fumeurs qui ne prenaient pas le Ziban. Donc, on s'est dit, tiens, ça peut marcher pour l'arrêt du tabac. Donc, effectivement, en fait, la molécule se vend sous 2 formes. Il y a le Wellbutrin et le Ziban. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mais le Wellbutrin, on le prescrit pour les dépressifs, donc comme antidépresseur. Le Ziban, on le prescrit pour le tabagisme. Par contre, le Wellbutrin, une simple prescription, c'est bon. Tout le monde peut l'avoir. Le Ziban, il y a plein de critères spécifiques. Du coup, les tabacologues, en général, ils ne le prescrivent pas. Ridicule, mais c'est comme ça. Mais c'est ridicule, mais c'est comme ça. C'est ça, c'est la molécule. Ça, c'est la molécule, le bupropion. Mais c'est le Ziban ou Wellbutrin. Mais c'est la même molécule. Sinon, il y a aussi comme moyen le tabacologue. Donc quelqu'un qui a été formé, c'est des professionnels de la santé, infirmiers, infirmières. Il y a des dentistes aussi qui se forment. Il y a des médecins, il y a des vétérinaires parfois, mais enfin tout professionnel de la santé. Mais voilà. Et certains parfois ils bifurquent un petit peu. Mais voilà, donc tout professionnel de la santé. Des pharmaciens aussi qui se forment. Donc en tabacologie, en Belgique, il y a un cadre légal, il y a un arrêté royal qui détermine vraiment des critères à respecter, que tous les tabacologues ne respectent pas. Il faut être formé, ça c'est vraiment la base. Et puis après, il y a un remboursement des consultations, il y a un document de suivi à compléter, et normalement, pas normalement, légalement, le tabacologue doit faire un dosage à chaque consultation. Beaucoup n'en font pas. Beaucoup en font la première fois, après ils n'en font plus.
Donc, du coup, après, pour le suivi, on ne sait pas. Il y a d'autres thérapies qui existent aussi, ça vous en avez entendu parler. L'hypnose, les livres, le livre d'Allen Carr. Il y en a qui connaissent ça ici ou pas? Allen Carr? Non, je ne vais pas vous en parler, comme ça, je vais plus vite. L'acupuncture, c'est les aiguilles, d'accord? Les plantes, le laser, l'homéopathie, la cigarette électronique. Alors, on va tout de suite dézinguer le fait que l'acupuncture, l'acupression, la thérapie au laser et l'électrostimulation, il y a une étude d'études. Donc une étude qui a repris toutes les études qui ont été faites en 2006, jusqu'à 2006. C'est Cochrane, c'est très, très connu. Et en fait, il regarde toutes les études qui ont été faites, il regarde les niveaux d'efficacité des études, donc le niveau de preuve, et il regarde les résultats. En fait, ils ont dit, voilà, il n'existe aucune preuve claire qu'elle soit efficace, donc ces thérapies-là, pour arrêter de fumer. Concernant l'hypnose, il y a aussi eu une étude Cochrane en 2019, donc qui a épluché toutes les études qui avaient déjà été faites jusque-là, et il n'a pas été démontré que l'hypnothérapie avait un effet plus important sur les taux d'abandon à 6 mois que d'autres interventions ou l'absence de traitement. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas essayer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez vous mettre un caillou dans la chaussure si ça vous rappelle de ne pas fumer, mais au niveau efficacité, voilà, on ne peut pas vous dire que c'est efficace. On ne peut pas dire que c'est plus efficace que le reste. La cigarette électronique. On a commencé à en parler beaucoup il y a quelques années. En fait, il y a un premier brevet qui a été déposé en 1963 aux États-Unis par M. Gilbert. M. Gilbert a été voir les industriels. Les industriels lui ont dit « ça ne marchera pas ». Alors après, il y a un Chinois, en 2003, il voulait aider son beau-père à arrêter de fumer. Il a créé une cigarette électronique. Boum, ça a explosé. Il fallait juste être au bon moment. Donc il y a des cigarettes électroniques, en fait, il en existe plein de modèles différents, plein de sortes. Là, je ne suis pas à jour, mais en 2014, on savait qu'il y avait plus de 500 modèles différents de cigarettes électroniques. Hein. Alors il y a eu la première génération, c'est celle qui ressemblait vraiment à une cigarette. On a fait aussi des versions colorées pour rendre le truc plus sympa. Il y a eu la deuxième génération, c'est ces trucs-là. Donc ça, c'est vraiment déjà très ancien. Hein. Vous n'en voyez plus maintenant, comme ça. Ça ressemblait un peu à une cigarette, mais voilà, c'était déjà un peu plus électronique. Et puis, il y a eu la troisième génération, des gros boîtiers avec un petit écran LCD. Vous savez régler la température. Bon, ça ressemble déjà à des trucs un peu sophistiqués, genre sabre laser. Et puis, à la quatrième génération, donc c'est des troisième génération, mais encore plus sophistiquées. Vous pouvez régler la température, la fréquence, le voltage, etc. etc. Donc ça devient vraiment très technologique. Puis après, vous trouvez toutes les variantes. Il y a la chicha électronique, le joint électronique, le cigare électronique, la pipe électronique. Pourquoi pas? Comme cadeau de Noël. Donc, comment fonctionne la cigarette électronique? De base, vous avez la batterie, puisque c'est électronique. Vous avez un microprocesseur qui va réguler la chaleur. Vous avez un capteur qui détecte les aspirations. Il y en a certains, avant, les anciens, il fallait appuyer dessus avant d'aspirer. Et puis maintenant, en fait, il suffit juste de tirer dessus, ça détecte directement la dépression, et puis après, ça s'enclenche. Et puis, vous avez une résistance qui va chauffer le liquide. Donc, vous mettez le liquide dedans, que vous voulez. Et puis après, ce liquide est chauffé, ça fait l'espèce de fumée. Ce n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. Hein? Et vous avez l'embout, forcément, pour poser vos lèvres dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les liquides de cigarettes électroniques? En fait, vous retrouvez du propylène glycol, principalement. Attention, ce n'est pas l'éthylène glycol. Donc, l'antigel que vous mettez dans la voiture, c'est de l'éthylène glycol, ce n'est pas du propylène glycol. C'est à peu près la même molécule, sauf que l'éthylène glycol, au mieux, vous devenez aveugle, au pire, vous mourrez. Le propylène glycol, c'est un additif alimentaire. Le propylène glycol, vous en retrouvez dans vos aliments à la maison. C'est le E1520. C'est un humectant, ça rend humide, en fait. Dans les machines à fumer, dans les boîtes de nuit, c'est du propylène glycol. Donc les cigarettes électroniques, en fait, c'est une petite boîte à faire de la fumée de boîte de nuit. Voilà. C'est ça que ça fait la vapeur. Alors après, vous trouvez de la glycérine, vous trouvez de la nicotine un petit peu. Ça dépend si on prend avec nicotine ou pas. Il y a un peu d'eau, un peu d'éthanol. L'éthanol, c'est l'alcool. Hein, c'est juste pour éviter qu'il y ait des bactéries qui se prolifèrent dans votre liquide.
Il y a des parfums, des additifs, jusqu'à 8%, et il y a des impuretés après. Bon, voilà, on trouve toujours quelques traces de une chose ou l'autre. Ça, c'est la composition générale. Alors, quand il y a eu l'introduction des cigarettes électroniques, il y a eu pas mal d'accidents qui sont survenus, parce qu'au début, les cigarettes électroniques, c'était un peu de l'à peu près. Et puis après, beaucoup, en fait, allaient en acheter aussi sur Internet. Si vous achetez sur Internet, ça vient d'où? De Chine. Et donc, forcément, ce n'est pas toujours la même qualité. Ça dépend. Si on cherche le moins cher, vous aurez aussi le moins bon. Donc, il y avait beaucoup d'accidents parce que les gens chipotaient avec leur cartouche et puis ça dégoulinait sur les doigts. Il y avait de la nicotine aussi, avec d'autres substances sur les doigts. Les enfants les chipotaient aussi, donc il y avait beaucoup d'accidents avec les enfants, beaucoup qui impliquaient les enfants. C'était plus d'un accident sur 2 dans les centres antipoison américains. Donc en septembre 2010, il y avait un appel par mois d'accidents, en cas de soucis avec la cigarette électronique. 4 ans après, ils avaient 200 fois plus d'accidents avec ce genre d'appareil. Bon, maintenant, c'est un peu plus sophistiqué, mais il peut toujours y avoir ce genre de soucis. Après, il pouvait y avoir des soucis au niveau de l'ingestion, comme je vous dis, contact cutané avec les yeux, la bouche, nausées, vomissements, irritation. Alors, quels sont les risques? Et ça, je vais dire, ça vaut aussi pour la cigarette, hein, mais ça vaut aussi pour la cigarette électronique, puisqu'il y a en fait, on va chauffer, mais si vous ne chauffez pas suffisamment bien, vous risquez en fait de surchauffer et donc de produire des substances toxiques, notamment le formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est le formol, etc. Plein d'autres substances en fait qui peuvent être classées cancérogènes ou moins cancérogènes. Donc le fait de brûler une substance organique, même la feuille de basilic, vous la séchez, vous la brûlez, vous allez produire aussi ces substances-là. Donc, si vous mettez des sambons, les tiges et les baguettes parfumées à la maison, avec de l'encens, vous allez retrouver tout ça aussi. Encens. Ou des trucs, des bougies parfumées. Les bougies parfumées, vous allez trouver ça aussi dedans. Ça ne cible pas que les fumeurs, j'avais dit, hein, c'est aussi pour les non-fumeurs. Hein. Alors, la composition de cette vapeur, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va retrouver un petit peu, voire pas, de monoxyde de carbone, en général. Il n'y en a pas, ou vraiment très très peu. En tout cas, pas des taux significatifs. Si on prend des liquides avec de la nicotine, on va retrouver de la nicotine aussi dans la vapeur. Hein, parce que le fumeur qui fume sa cigarette, il va ingérer de la nicotine, mais au moment où le fumeur vous souffle la fumée sur la tronche, il vous rend aussi un peu de nicotine. Il y a toujours dans la fumée aussi. Après, ça va où? Ça va sur les vêtements. Donc, les gens qui vous disent « je vais fumer dehors, pas contaminer bébé », après on revient avec la fumée sur les vêtements, et après il y a un contact cutané aussi. Et alors il y a ce qu'on appelle le tabagisme passif avec la cigarette électronique, avec un impact sur la santé, mais évidemment qui est moindre, qui est moins fort qu'avec la cigarette classique. Donc il y a quand même des petites choses, mais c'est quand même beaucoup moins. Beaucoup moins. On retrouve des particules fines. Particules fines, souvent on parle de PM5, PM10, PM2,5 dans la pollution. Vous entendez quand on parle de niveau de pollution dans les médias, on parle de particules fines. C'est ça en fait, on retrouve aussi des particules fines. Mais il y en a moins que dans la cigarette classique. Et puis, etc. Donc après, il y a différentes substances qu'on peut retrouver, mais c'est vraiment très très minime. Je vais juste vous faire une comparaison ici. Quand on regarde une famille de molécules qui s'appelle nitrosamine, nitro parce qu'il y a de l'azote dedans. Vous prenez la Marlboro full, ici full, ça veut dire la Marlboro classique, le NNN, la substance NNN, vous avez 2900 en quantité de cette substance. Par contre, vous prenez la cigarette électronique, vous avez 3,87. Donc oui, il y a des choses pas bonnes dans la vapeur de cigarette électronique, mais ce n'est pas au même niveau que la cigarette classique. D'accord? Il faut quand même faire un comparatif adéquat. Dans la composition de la vapeur, il y a différentes études qui ont étudié ça. Donc on retrouve différentes substances, comme je vous ai dit, mais il faut faire attention parce que les études aussi, ça va dépendre quel type d'étude, comment on la réalise, quelle est la méthodologie, qu'est-ce qu'on analyse exactement.
Et comment on va analyser? Quelle machine on va utiliser pour analyser telle substance? Et après, ça peut donner des différences au niveau des études. Et puis après, il faut aussi faire attention au type d'appareil. Puisqu'il y a plus de 500 appareils qui existent, qu'est-ce que vous prenez? Vous ne comparez pas la même chose. Le principal risque dans la cigarette électronique, pas la nicotine, ce n'est pas le propylène-glycol, ce n'est pas le reste, ce n'est pas la vapeur, etc. En fait, ce sont les additifs. Il y a les parfums. Pourquoi? En 2014, on a répertorié plus de 7000 parfums différents. Alors, vous avez banane, kiwi, tous les fruits, tous les trucs cuir, tous des parfums très très différents. Et les Américains, en fait, ils adorent une chose, c'est le parfum beurre. Ceux qui ont déjà été aux États-Unis, les Américains mettent du beurre partout. Ils adorent le goût beurre, ou fromage. En fait, l'additif alimentaire pour donner le goût beurre ou fromage, c'est le même additif, c'est ce qu'on appelle le diacétyl. Je vous épargne le nom compliqué, mais c'est le diacétyl. Donc aux États-Unis, vous allez pouvoir trouver, vous pouvez aller acheter en magasin les popcorn, butter popcorn, popcorn au beurre, ou beurre. L'additif qu'on met dessus pour donner le goût beurre, c'est le même qui donne le goût au yaourt aussi, la saveur yaourt. Quand vous achetez des yaourts, il y a un additif yaourt, il y a un arôme yaourt dedans. Ok, faut le savoir. Non, panique. En fait, cet additif-là, quand il est consommé par voie digestive, il n'y a aucun problème. Vous mangez cet additif, donc le diacétyl, c'est ce qui donne la saveur, l'arôme beurre, fromage, yaourt et caramel. C'est le même additif. Quand vous en mangez, pas de souci pour la santé. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on en a mis dans les liquides de cigarettes électroniques, mais là, c'est par voie respiratoire. Ça va dans les poumons, ça ne va pas dans les intestins. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, cet additif, il est tout à fait inoffensif par voie digestive, mais par voie respiratoire, ça peut être mortel. Donc il y a eu des cas de mort chez les personnes qui ont consommé ce liquide où il y avait cet arôme beurre. Donc voilà, il faut savoir aussi que parfois, certains additifs, ce n'est pas si bon que ça. Il y a aussi l'acétate de vitamine E. On pourrait se dire, ouais, c'est de la vitamine E, donc c'est bon. Ben là aussi, c'est utilisé comme épaississant dans les huiles de THC, tétrahydrocannabinol, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi THC. Ben là aussi, ça a donné des lésions pulmonaires mortelles en 2019. Donc ça, c'est très récent aussi. Donc les substituts sont parfois toxiques. Du coup, le diacétyl, on s'est dit, bon, alors du coup, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser un substitut qui, dans le corps, est transformé en diacétyl. Donc voilà, il faut faire très attention. Alors, l'efficacité de la cigarette électronique, eh ben, les données qui existent, issues de 78 études, avec 22 000 patients au total, indiquent que la vape avec la nicotine augmente le taux d'arrêt par rapport aux substituts nicotiniques. Donc, vous avez les substituts patch, gomme, etc. La cigarette électronique peut être un bon moyen, pour ceux chez qui ça convient, pour arrêter de fumer. Si vous ne fumez pas, ne vous y mettez pas non plus. Des preuves de certitude modérée indiquent que la vape avec nicotine est plus efficace que sans nicotine. Voilà, ça c'est aussi un élément à savoir. Alors chez les jeunes, qu'est-ce qui se passe? Chez les jeunes, en fait, les adolescents qui utilisent la cigarette électronique ont plus tendance à commencer le tabac, donc la cigarette classique, dans l'année par rapport à ceux qui n'ont jamais utilisé la cigarette électronique. C'est-à-dire, si vous prenez des jeunes qui se disent, tiens, c'est sympa d'utiliser la cigarette électronique, de toute façon, ce n'est pas dangereux, c'est juste de la vapeur, eh ben, ceux qui l'utilisent vont avoir plus tendance à se mettre un jour à fumer réellement la cigarette. Pourquoi? Parce qu'il y a une recherche de nouvelles sensations, on pense que la cigarette électronique est inoffensive, que ça ne crée pas d'accoutumance, etc. Et on a envie de faire, c'est bien, quoi. Si vous voyez les groupes de jeunes le matin qui attendent leur bus, il y en a toujours ceux qui fument et puis ceux qui ont tous les dispositifs à disposition. De nombreuses études suggèrent que l'utilisation de la cigarette électronique est associée à des maladies respiratoires,
indépendamment de la consommation de cigarettes. Donc oui, il peut y avoir aussi un risque pour la santé, mais de toute façon, c'est quand même bien moindre par rapport à la cigarette classique. Alors l'avis sur la cigarette électronique donné par l'OMS, l'OMS dit, en 2019, ils ont dit, non mais c'est nocif, d'accord ? Et en plus, ça présente une porte d'entrée vers le tabagisme, donc attention, stop. Le Conseil supérieur de la santé en Belgique, en 2022, a nuancé un petit peu ses propos. Ils ont dit, oui, c'est potentiellement dangereux si on ne fume pas. Pour un fumeur qui veut essayer la cigarette électronique pour se débarrasser de la cigarette, c'est mieux quand même. C'est quand même moins nocif. Donc en termes de risque pour la santé, il vaut mieux se mettre à la cigarette électronique que de continuer la cigarette en se disant, ouais, non, mais moi, la cigarette électronique, c'est dangereux, je n'ai pas entendu que du bon, donc on ne va pas toucher. Évidemment, elle n'est pas recommandée pour les non-fumeurs, surtout les jeunes, parce qu'il y a un risque de devenir après un vrai fumeur. Elles sont nettement moins nocives que les cigarettes classiques. Ça constitue une meilleure alternative au tabac pour les fumeurs et elle peut être utilisée comme aide au sevrage. Donc là-dessus, ils ont quand même mieux nuancé que dire « ouais, c'est nocif et c'est pas bon, il faut arrêter ». Alors, le Swedish Snus, que vous connaissez. Personne? Donc ouais, toi, tu connais, forcément, tu as fait la formation. Donc, c'est utilisé principalement en Suède. En Suède, 90% des personnes qui consomment du tabac le consomment sous forme de snus. Il y a aussi un petit peu en Norvège, aux États-Unis, en Europe, ça commence à arriver. J'ai vu sur les réseaux sociaux que ça commence maintenant un petit peu à infuser jusque chez nous. En fait, c'est des petits sachets. C'est comme un petit sachet de thé. Ça se présente sous des formes, voilà, des petites boîtes, on dirait des bonbons. Vous avez goût épicé, goût glacé, original. C'est pas plus grand qu'une pièce d'1 €. Et vous calez ça, en fait, entre la gencive et la lèvre, ou la joue. Voilà. Vous mettez, vous laissez infuser le tabac. Bon, ça casse un petit peu le mythe de la belle suédoise, parce qu'après, forcément, sur les dents, c'est pas très joli. Mais voilà, en tout cas, ça permet d'éviter les cancers pulmonaires, puisque là, il n'y a plus de combustion. Donc, vous n'avez quasiment pas de cancer, vous n'avez pas de cancer pulmonaire. Après, vous avez des cancers ORL. Langue, gorge, voile du palais, des problèmes de dents, déchaussement, chute des dents et autres choses sympathiques. Les produits du tabac chauffé, vous connaissez? Alors, il y a deux sociétés qui ont sorti en fait le IQOS, et alors une autre société qui a sorti le Glo et l'iFuse. C'est très technologique. En fait, ils disent, ici, il n'y a plus de combustion. On fait juste que chauffer le tabac. Donc, c'est moins dangereux. Les producteurs, c'est juste des cigarettiers, en fait. L'IQOS, c'est Philip Morris, international, et le Glo et l'iFuse, c'est British American Tobacco. En fait, c'est une stratégie de diversification cigarette. Parce qu'on dit depuis 50 ans que la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Alors, faisons autre chose pour continuer notre business, faire rentrer de l'argent et développer une offre variée pour le fumeur. Il n'y a pas de fumée, c'est chauffé, il y a un petit quelque chose, mais c'est plus la même fumée comme la cigarette. Donc c'est une température qui est beaucoup plus basse, c'est 330 degrés contre les quasiment 700 degrés pour une cigarette classique. Mais il y a aussi la production de substances toxiques, voire cancérogènes, puisque le formaldéhyde c'est cancérogène, parce qu'il y a justement une destruction du tabac, même si c'est chauffé. Alors après les 330 degrés, on dit que c'est stable. Voilà. Ce qui se passe, c'est que les études qui ont été faites sur ces appareils-là, il y a des études qui disent non, c'est bien. Toutes celles-là ont été financées par les cigarettiers. Et puis celles qui disent c'est pas si bien que ça, ben, c'est les études indépendantes. Voilà. Donc ils disent que ces produits de tabac chauffé délivrent 30% de nicotine en moins qu'une Marlboro. Visiblement, donc c'est quand même moins de risques, mais attention, il faut quand même savoir ce qu'on utilise. Et puis il y a un taux de particules fines qui est quand même 2 à 4 fois moins important que la cigarette. Pardon, le taux de particules fines avec les produits de tabac chauffé est 2 à 4 fois plus important que la cigarette électronique. Donc il y a du pour, il y a du contre. Et enfin, il y a les puffs.
Ça, vous ne connaissez pas non plus, mais vous en avez vu certainement. En fait, ça ressemble à ça, en fait. C'est des dispositifs jetables. Ça marche du tonnerre chez les jeunes. Pourquoi? Parce qu'en 2020, il y a eu une vidéo qui a été virale sur TikTok, et les jeunes, ils se sont lancés là-dedans. Il y a plein de goûts différents. Il y a pêche citron, crème glacée coco, menthe fraîche, marshmallow, fruits rouges, choco noisette, Milka, et plein d'autres. Hein. En plus, 5 plus 1 offert. Donc, il y a Barba Papa aussi, orange glacé, voilà, c'est sympa. Mais il y a des différents taux de nicotine qui sont disponibles. Et en fait, c'est visé spécifiquement les jeunes. On leur dit, voilà, ça c'est sympa, c'est pas dangereux, pas trop dangereux, c'est cool. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme la cigarette électronique. On commence par ça, et puis après, on va se retrouver à fumer une vraie cigarette, parce que c'est un cheminement un peu logique. Heureusement, il y a une interdiction en janvier 2025 qui va arriver en Belgique, sur ces cigarettes électroniques jetables. Alors il faut savoir aussi que ça peut entraîner un risque accru de lésions pulmonaires, hein, et une exposition potentielle à des substances cancérigènes. Bon, voilà. Donc de toute façon, en janvier, c'est fini. Mais les gens iront s'en procurer en France, évidemment. Ici à Pérué, c'est facile. Donc passez les commandes. Je vais terminer par Jacek Olczak. Vous connaissez? Non? C'est le nouveau patron, depuis quelques années, de Philip Morris. Avant, il y avait André Calantzopoulos. Il avait une tête aussi sympa. Ce monsieur, en fait, il possède plus de 40 000 unités d'actions Philip Morris, donc de sa propre boîte, donc pour une valeur de 33 millions de dollars. Au cours des 14 dernières années, il a vendu des actions Philip Morris d'une valeur de plus de 4 millions de dollars. Et annuellement, il gagne 12 millions de dollars en tant que directeur d'exploitation. C'est? Ah, on va y revenir sur ça. Ouais, mais ça va, quoi. L'État... non, je pense que lui ne fume pas. Il a intérêt à vivre le plus longtemps possible, parce qu'il a des actions, hein, quand même. Donc 12 millions. Hein. Bon, le salaire de base, ça tourne toujours autour de 6 ou 8 millions de dollars. Puis il y a les frais de représentation, il y a les primes de fin d'année, primes en fonction des chiffres qu'on fait durant l'année, etc. Et donc on atteint 12 millions. Alors qu'est-ce que ça rapporte réellement le tabac en Belgique? Parce que ça, c'est souvent le fumeur, à la fin, il dit oui, mais quand même, si l'État voulait vraiment qu'on arrête de fumer, eh bien, ils arrêteraient de gagner de l'argent sur notre dos. Ça, c'est les chiffres, les seuls que j'ai trouvés. Je n'ai pas trouvé plus récents. J'ai encore fouillé, mais c'est les seuls que j'ai. Les recettes en 2010 étaient estimées à 2,62 milliards d'euros de recettes avec le tabac, les produits du tabac, cigarettes principalement. Donc à peu près 3 milliards d'euros de recettes. L'État, évidemment, quand vous achetez des cigarettes, vous avez la part du cigarettier, forcément il faut qu'il gagne de son argent. Vous avez le buraliste, hein, celui qui vend les cigarettes qui prend une petite partie. Vous avez les taxes et puis vous avez d'autres frais. Les coûts en assurance maladie en 2012 est estimé entre 3,5 à 4,35 milliards d'euros. Ça coûte plus, parce qu'après, les maladies que ça entraîne. Il faut savoir qu'un fumeur, en général, on estime, ce n'est pas toujours le cas, là aussi vous allez me sortir les exemples vraiment typiques, on estime qu'un fumeur, il va perdre 10 ans de vie. Donc une durée de vie, en Belgique, l'espérance de vie, elle tourne autour de 80 ans, plus les femmes que les hommes. Elles font le ménage et tout, elles sont plus actives. Mais un fumeur, en disant, moi je fais le ménage chez moi, donc moi je suis tranquille. Le fumeur, c'est 10 ans de moins. Alors après, là-dessus, ils vont me dire, ouais, mais de toute façon, à quoi ça sert d'arriver à 70 ans et puis d'être brinque-ballant, etc. On n'est pas tous brinque-ballants, hein, effectivement. 10 ans de moins, et en plus, vous avez 10 ans de maladie en plus. 10 ans de maladie en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes malade, vous avez des problèmes respiratoires, vous devez aller en consultation, vous devez prendre des médicaments, vous devez faire des examens, radio, scanner, etc. Peut-être vous balader avec la petite bonbonne d'oxygène pour certains, et donc vous perdez quand même. Vous êtes perdant sur toute la ligne. Donc les excuses du genre oui, mais bon, etc. Non, en fait, ça ne tient pas. Malheureusement, ça ne tient pas. J'aurais voulu en trouver, mais je suis désolé. Il n'y en a pas. Votre plan
Vous vous dites, ouais, ça y est, cette fois-ci, c'est pour ça que j'ai demandé, enfin, j'ai programmé la séance ici d'information en novembre. En général, les bonnes résolutions, ça vient au Nouvel An. Votre plan au Nouvel An, ce sera de vous dire, OK, 1er janvier, j'arrête de fumer, ou lundi, j'arrête de fumer, ou j'ai déjà arrêté de fumer la semaine passée. Voilà, ça, c'est mon plan, on y va. Et en fait, la réalité, comme pour tout défi dans la vie, ben, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des rechutes, il va y avoir des difficultés, ça va être difficile. Donc, il faut impliquer aussi la famille, il faut impliquer les collègues, il faut impliquer le conjoint. Si vous êtes deux à fumer dans le couple, dans la famille, s'il n'y en a qu'un seul qui arrête, il y a moins de chances de réussite. Donc il faut que le mieux, c'est que les deux arrêtent en même temps. Après, vous allez vous bouffer le nez et puis on reprend. Mais on a vu toutes les aides. Hein. Mais ça va être difficile. Mais il y a toutes les aides. Donc la réalité, c'est pour ça qu'il faut se motiver absolument. Donc il faut travailler, il faut se préparer. Si vous vous dites en 2025, je vais courir les 20 km de Bruxelles, je suppose que vous n'allez pas vous pointer le jour des 20 km et vous dire, OK, cette fois-ci, je vais faire mes 20 km. Vous allez vous dire, je vais quand même tester un petit peu si j'arrive à faire mon 2 km. Et puis vous arrivez comme ça. Donc vous vous préparez. Alors certains y arrivent tout d'un coup, tant mieux. Ce n'est pas interdit, on peut essayer. Mais le mieux quand on arrête, quand on a l'idée, on a la volonté d'arrêter de fumer, qu'on a les motivations et qu'on veut tout mettre en place pour arrêter de fumer, c'est qu'on se prépare avec un professionnel. On fait son bilan, on regarde, voilà quelle est mon intoxication, qu'est-ce que je vais avoir besoin pour adapter le dosage, est-ce que je vais prendre finalement ou pas les substituts, est-ce que je vais m'orienter sur la cigarette électronique, ou est-ce que je fais autre chose, ou j'utilise un autre moyen, ou je combine plusieurs choses. Parce que l'avantage, c'est que toutes ces choses-là, tous ces moyens de sevrage, on peut les combiner. Il y a des fumeurs, ils disent « Ouais, mais non, mon médecin il m'a dit le patch, si je mets le patch, je ne peux pas fumer. Alors, si vraiment j'ai envie de fumer, j'enlève mon patch et je fume ma cigarette. Après, je le remets. » Mais non. Il y a des conseils spécifiques qui doivent être donnés par des professionnels. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter? La volonté, les motivations, la persévérance. Et puis après, le suivi spécialisé aussi. OK? Avant de terminer, j'en profite puisque vous êtes là, ceux qui n'étaient pas là les autres fois. Comme à chaque fois, donc les conférences sont gratuites, c'est libre d'accès. Vous avez été parmi les courageux à venir ce soir parce que j'espérais quand même que ça aurait motivé plus de gens. Mais il y a 3 ans, Emmanuel Mukwege, donc vous connaissez Denis Mukwege, le médecin qui répare les femmes, son frère, c'est Emmanuel Mukwege, c'est le président de notre association. On a créé une association, une ASBL, avec comme objectif de construire un centre médical, plus un dispensaire, c'est un centre médical, une petite clinique, en République démocratique du Congo. Alors, on a acheté un terrain, donc au début c'était ça, avec des arbres, des plantes, etc. Donc c'est à l'est de la République démocratique du Congo. C'est là où il y a les zones de conflit armé. Hein. Il y a beaucoup de massacres depuis 30 ans, mais on parle plus des autres guerres parce que ça touche plus que ça. Ça commence à faire vieux maintenant, donc on s'en fout. Mais ça fait toujours beaucoup de victimes. Et comme dans toute guerre, il y a aussi des victimes de violences sexuelles. Il n'y en a pas qu'en Ukraine, hein. Il y en a aussi au Congo. Donc on viole, on mutile, et puis on laisse ces femmes, ces jeunes femmes, dans la nature. Donc l'objectif, c'est ça, à terme, c'est de construire vraiment un centre médical quasiment complet. On n'aura pas de scanner à la pointe ou d'IRM ultra performant, mais on aura quand même tout ce qu'il faut pour prendre en charge les victimes et la population locale. Voilà, ça va ressembler à ça. Donc là, on collabore avec un architecte qui, lui, il a 20 ans d'expérience en Afrique. Donc il a déjà été au Burundi, au Rwanda, donc dans à peu près la même région, travaillé. Il a construit des centres, il a construit des écoles, des centres de formation. Et donc actuellement, on est à la fin des fondations des 2 premiers pavillons. Donc vous avez vu que c'est réparti sur plusieurs pavillons, comme ça, on n'a pas l'argent pour faire tout, ben on avance petit à petit. Donc là, vous avez déjà ici, ça c'est l'accueil. Il y aura une salle d'attente ici, il y aura un local de tri pour les patients. Bon, déjà, il y aura un médecin qui pourra examiner les gens et dire « Ok, bon ça, on va plus loin » ou alors il peut retourner chez lui.
Il y a un bloc de consultation aussi. Donc là, il y aura quatre locaux de consultation, gynéco, psychologie, kiné, on peut faire toutes sortes de choses. Donc pour l'instant, on est arrivé ici, cette année-ci, à terminer les fondations de ces 2 premiers pavillons. L'étape suivante, qu'on va commencer tout prochainement, parce qu'on vient maintenant d'acheter... L'étape suivante, c'est de construire les murs, hein, donc les fondations. Après, on fait les murs hors sol. Pour les murs hors sol, il nous faut des briques. Il y a des producteurs de briques dans le coin, mais les briques ne sont pas de très bonne qualité. Alors, si on veut quelque chose de durable dans le temps, et pas devoir faire des rénovations dans 2 ou 3 ans, en tout cas 2 ou 3 ans après qu'on se sera mis en place, on a intérêt à avoir une brique qui tienne le coup. Hein, parce que les gens qui donnent de l'argent pour ça, on a envie que cet argent soit bien investi. Donc, on vient d'acheter la semaine passée 2 moules à briques, donc 2 presses mécaniques pour vraiment presser des briques avec les mêmes dimensions bien compactées, avec des mesures vraiment très précises et que ce soit le plus régulier possible. Donc ça, on en a acheté 2 pour 700 $. Et donc, on va commencer à produire les briques. Non, il faut trouver on va faire une convention parce que ces moules, c'est nous qui les finançons. On va les donner à une briqueterie et eux, après, ils pourront aussi produire des briques. Donc ça a aussi un sens, ça a aussi une action pour le développement local, donc pour qu'eux puissent aussi se développer. Et on devrait produire à peu près 1000 briques par jour. Ça, c'est l'équipe en place. Donc il y a un entrepreneur et il a son équipe d'ouvriers. Donc on les a équipés. C'est nous qui avons envoyé les casques, les chaussures, les vêtements, tout ça. Donc on les a équipés comme un chantier standard européen. Le standard de notre chantier, c'est les mêmes standards européens. Ce n'est pas parce qu'on le fait en Afrique qu'on va se dire, bon, ça va, on va pas mettre d'argent sur ça. De toute façon, c'est des petits Africains, ils sont déjà contents avec les 2 $ qu'on leur donne par jour. On les paye 5 $. Hein. Donc, vous allez retrouver toutes les infos sur les réseaux sociaux. Tapez Interface Compassion Internationale. Vous avez une urne là-bas au fond. Si vous avez envie, comme c'est gratuit, mais si vous avez envie de mettre quelque chose dans l'urne, vous mettez, faites-le selon votre cœur. Voilà, c'est tout. Sentez-vous libre. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Je n'irai pas voir qui a mis quoi. Mais voilà, soyez libre de le faire. La prochaine conférence, c'est le 25 janvier 2025. Intelligence ou intelligence? Ce que vous pensez savoir et ce qu'il en est réellement. On aura la chance d'avoir un psychopédagogue, qui était diplômé à l'UCL, professeur aussi en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est agrégé en sciences psychologiques et sciences de l'éducation. Il va aborder un peu, parce que quand on parle d'intelligence, on parle de QI. QI, c'est quoi? C'est bien? Ça évalue quoi? Ça évalue... Est-ce que c'est bien? Pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en question aussi un petit peu? Est-ce que, parce que mon fils, il est en échec scolaire, est-ce que ça veut dire qu'il est bête comme un pot? Ou pas? Donc, intelligence ou intelligence, au pluriel. J'espère que vous viendrez tous. Oui? Voilà, merci. Et je vous remercie. Alors maintenant, pour vous récompenser quand même, pour votre petite dopamine, vous avez les tartes qui ont été préparées par notre boulanger-pâtissier local, une connaissance, notre ami Pascal Dubois, qui nous a fait des tartes. Il nous a fait des mini éclairs aussi. Voilà, je vous laisse prendre votre dopamine et vous détendre. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je veux bien y répondre tout de suite, ou alors je vous réponds informellement tout à l'heure. Nathalie, micro. Merci. Ouais, mais comme ça, tout le monde entend. C'est juste par rapport aux vapotes. Il y a des vapotes qui sont faites avec des sels de nicotine et pas avec des liquides. C'est le même système en fait. Alors, je l'aborde pas ici, mais j'ai une dia là-dessus. C'est pas bon en fait. C'est pas bon. Mais je pourrais retrouver j'ai une dia qui est prête. En général, je vais pas aussi loin pour un truc grand public. Mais je vais vous envoyer l'information via Sabrina. Oui, ça va. Merci.
Tu veux savoir comment bien commencer à fumer? Quelle marque il faut choisir, quelle quantité? Tu n'avais pas parlé de cigare. On nous a toujours dit que le cigare était moins fort, où il y avait moins de nicotine. Oui. Et puis il y avait aussi dans le passé les anciens qui fumaient sans filtre. La différence, c'est quoi entre le filtre et le sans filtre? Alors ça, par contre, j'ai préparé. Je m'attendais à ce genre de questions. Ça apparaît ou pas? Non. Ça a coupé? Voilà. Alors, vous avez tout en haut la cigarette classique. On achète un paquet de cigarettes. Vous avez les cigarettes à entuber. Donc, vous avez juste les tubes et une machine qui met du tabac dedans. Oui, voilà, il y a une question de coût. Vous avez les cigarettes roulées. Alors là, vous avez le filtre, là, il n'y a pas de filtre. Alors parfois, certains mettent un petit carton, un filtre, enfin voilà, après, il y a différentes pratiques. Vous avez le joint, vous avez la chicha. D'après vous, qu'est-ce qui est plus ou moins toxique ou c'est la même chose? Ouais, mais toi, tu as déjà fait la formation, alors laisse un peu les autres... Laisse jouer un petit peu les autres. Quoi? Oui, parce qu'on en avait parlé la fois passée. Faites pas les malins, s'il vous plaît. Ceux qui ne savent pas participer, mais ceux qui savent déjà, attendez un petit peu avant de faire les malins. Quoi? Oui. Et? Oui, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. Alors, par rapport à une cigarette classique, donc si on prend la référence cigarette classique, les cigarettes entubées, en général, l'intoxication est 2 fois plus forte. Les cigarettes roulées, c'est 3 fois plus fort. Et ça, on le voit quand on fait le dosage. En général, quelqu'un qui me dit, genre, moi je fume 20 cigarettes et je les roule, en général, ils ont un taux d'intoxication beaucoup plus élevé que ceux qui en fument de manière générale. Parce que là encore, je vous ai dit, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment comment on fume. Mais de manière générale, ceux qui fument des roulés, c'est beaucoup plus fort. Même s'ils se disent, oui, mais moi je mets quand même moins de tabac, je tasse moins, etc. Ou alors je mets un filtre, etc. Mais voilà, les cigarettes roulées, en général, c'est beaucoup plus toxique. C'est 3 fois plus. Le joint, ça équivaut à 6 voire 7 cigarettes. Et la chicha, vous avez un demi-paquet de cigarettes, une dizaine. Non, il n'y a pas le cigare. Alors le cigare, je vais y répondre. Merci de me remettre sur le droit chemin, Gilbert. Le cigare, mais oui, c'est parce que sa question, c'était aussi, et après, la cigarette roulée. Hein, donc en partie, j'ai bon. Hein. Le cigare, on considère que c'est moins toxique qu'une cigarette classique, mais si c'est fumé occasionnellement. Et que si on fume que ça. Un fumeur qui fume des cigarettes et qui en plus fume le cigare, ça ne sert à rien. Tout comme le fumeur qui se met à fumer la cigarette électronique et qui continue à fumer des cigarettes classiques, ça ne sert à rien. Si vous voulez un bénéfice, il faut passer complètement à la cigarette électronique. Il ne faut pas mélanger les deux. On fait une sortie une fois de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois, on fume un cigare. Mais alors là, ça va dépendre aussi du tirage et puis quel type de cigare. Il y en a qui vont prendre plus les cigarillos. Alors quand je parle de cigare, je parle du vrai bon gros cigare. Bon. Le cubain roulé... mais si on prend les cigarillos, là, vous pouvez être sûr que c'est l'équivalent d'une cigarette roulée. Et les gros cigarillos, où les gens en fument 15, 20 aussi, c'est la même chose. Alors, par rapport à la chicha, beaucoup de jeunes, c'est très en vogue chez les jeunes, les moins jeunes aussi, se disent c'est moins toxique parce qu'on met de l'eau et en plus on va renouveler l'eau. Et l'eau, elle devient colorée, donc ça veut dire que ça a bien absorbé toutes les substances toxiques. Sauf que dans la cigarette, quand vous faites une combustion, vous produisez quoi? Vous produisez des substances qui sont hydrophobes. Les solvants, les goudrons, ça ne se mélange pas avec l'eau. Donc vous avez beau renouveler votre eau. Oui, tu te sens coupable maintenant d'avoir fait ta séance il y a quelques semaines. Votre eau qui se colore,
En fait, ça se colore très vite, mais après, ça ne retient rien du tout. Mais ça donne l'impression que ça absorbe. En plus, ça n'absorbe pas grand-chose parce que dans la chicha, en général, c'est des grosses bulles. Si on veut absolument que l'eau puisse absorber un maximum, il faut des toutes petites bulles. Il faut vraiment infuser des toutes petites bulles pour qu'il y ait une surface d'échange la plus grande possible. Si on a juste une grosse bulle, la surface d'échange est très réduite. Oui, 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 c'est l'équivalent. Ah ben plus alors. Plus. Et en tant que fumeur passif, donc si par exemple j'ai une copine qui fume à l'intérieur, enfin pas la cigarette, mais la cigarette électronique à l'intérieur, est-ce que c'est pas si grave que ça finalement? Vu que c'est moins grave que si elle fumait une vraie cigarette. Mais tu es exposé aussi à des substances. Ok. Il y a eu des cas où, en tant que fumeur... Il n'y a pas de mort. Non, il n'y a pas de mort. Je réponds direct. Hein. Il n'y a pas eu de cas de mort. Bah. Si tu es enceinte, maintenant, mais un jour, et que tu vas chez la même copine qui fume sa cigarette électronique à l'intérieur, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux le risque zéro. Même si elle n'est pas enceinte. C'est mieux. Maintenant, c'est mieux ça qu'une vraie cigarette. Maintenant, avec la vraie cigarette, le tabagisme passif, faites attention, parce que je vous ai parlé du monoxyde de carbone. Même le fumeur qui vous dit « Non, moi je vais fumer dehors et puis je reviens », et vous restez dans votre salon et puis vous discutez, ou peut-être il y a plusieurs fumeurs qui vont fumer dehors et puis qui reviennent, qu'est-ce qu'ils font après? Forcément, ils respirent, heureusement. Et quand ils respirent, qu'est-ce qu'ils font? Ils expirent. Ils inspirent et ils expirent. C'est comme ça qu'on respire en général. Quand vous expirez du monoxyde de carbone. Si j'arrive à le doser dans l'appareil, ça veut dire que quand ils respirent normalement et que vous parlez calmement dans votre salon, ils expirent du monoxyde de carbone. Ça veut dire qu'ils vous intoxiquent au monoxyde de carbone. Ça veut dire que si Nathalie, qui avait 2 ppm de monoxyde de carbone, elle passe un peu de temps avec des fumeurs dans son salon, elle peut faire, après une demi-heure, 1 heure, un test, et elle va monter à 15, 20 ppm de monoxyde de carbone. Au plus tu montes en ppm, au plus c'est intoxiqué. Donc 20, c'est déjà 5 à 6 heures. Et donc, si le jour où tu seras enceinte, tu vas passer du temps dans le salon avec des copains fumeurs qui ont été fumés dehors, là, ça va augmenter parce que le fœtus, l'affinité est encore plus forte, il est beaucoup plus sensible au monoxyde de carbone que l'adulte. Oui. Oui. Merci pour la conférence. Moi, je voulais savoir par rapport au sevrage. Est-ce que, j'ai 2 questions, hein, ça c'est la première. Est-ce que le sevrage dépend de, on va dire quoi, de l'exposition, c'est-à-dire le nombre de temps que tu as passé à fumer, ou bien d'autres comportements, d'autres aptitudes physiologiques, le poids, l'âge, je ne sais pas. Et la deuxième question, ça c'est plus un avis personnel de votre part, quel programme spécifique vous pourrez donner, on va dire le programme d'excellence pour un sevrage pour une personne adulte qui fait un poids normal, etc., etc. Quel est le programme que vous pourrez donner, bien sûr, selon les critères que vous avez mentionnés et tout ça? Merci. Alors, par rapport au poids, en général, on ne prend pas ça en compte. Le poids, moi, je conseille de peser et pour le suivi, pour voir si après on prend du poids et puis après pour donner éventuellement des recommandations au niveau alimentation. Parce que le fumeur qui... C'est pour ça que je vous dis qu'il faut une préparation, en fait. Donc, pour répondre à la deuxième question, c'est une préparation. Faisons d'abord un bilan. Voyons qui j'ai en face de moi, comment il réagit, quels sont ses besoins, quelle est sa dépendance physique et psychologique. Et ça répond un petit peu à la première question. Il faut évaluer ça, parce que certains vont avoir une dépendance physique très forte et une dépendance psychologique très faible. Ça veut dire que ceux-là, il leur faut des substituts.
Mais après, le tabac social, etc., pour eux, ce n'est pas un problème. Ils vont vous dire, non, moi, si demain je dois arrêter de fumer, si mon collègue va fumer dehors, moi, pas de souci, il a qu'à aller fumer tout seul. Par contre, son corps va lui dire, tu dois prendre ta cigarette. Le cerveau va vous dire, tu dois prendre ta cigarette. Et donc maintenant, il faut mettre en place des stratégies pour perturber le cerveau, pour déshabituer. Et là, le nombre d'années de dépendance, ben, ça rentre en compte. Mais ça se passe très vite avec la cigarette. En fait, les jeunes qui commencent à fumer, en 2-3 ans, on devient dépendant. Surtout quand on est en dessous de 18 ans. C'est pour ça que les cigarettiers ciblent les jeunes, parce qu'ils savent qu'ils deviennent très vite dépendants. Et que donc, on va avoir des clients à vie, quasiment à vie. Et c'est pour ça qu'au Canada, ils ont interdit beaucoup plus tôt l'interdiction d'acheter des cigarettes pour les moins de 18 ans. Ici, c'est arrivé il y a quelques années, Sabrina. Il y a 2 ans, je pense, 2-3 ans. Parce qu'au plus on est jeune, au plus on devient accro, très rapidement. Ça va très vite. Donc, si forcément, au niveau tabac, si vous fumez 20 cigarettes par jour, vous répétez 20 fois le même geste, les mêmes circonstances, les mêmes envies, 365 fois par jour, par an, et pendant 20, 30, 40 ans, vous voyez un petit peu le nombre de fois où vous avez répété un geste. Donc là, si quelqu'un a une dépendance psychologique très forte, il va falloir travailler sur la déshabituation. Il faut montrer au cerveau qu'il peut faire autre chose et qu'en fait, ça se passe bien. Au final, ça va. Donc là, il faut évaluer bien comme il faut pour après savoir, OK, on va jouer sur la gestion du stress, on va jouer sur... il faut donner des conseils sur l'alimentation parce qu'après, le fumeur qui est stressé, ben, il va vouloir grignoter. Donc, il prend des calories, donc il prend du poids. Donc, le conjoint, après, va dire, c'est gros, reprends la cigarette. Et ainsi de suite. Donc, il faut préparer. Il faut vraiment une préparation. Il faut vraiment bien se préparer, prendre du temps. Ça dépend du fumeur. Eh bien là, ça dépend du professionnel. Il y en a un qui coûte 30 €, il y en a un qui coûte 50, 60, 80, 100, etc. Ça dépend du professionnel. Mais le remboursement, lui, par contre, il est fixé, il est limité. Il y a 20 €, il y a 30 € pour la première consultation et il y a 20 € remboursés pour les 7 suivantes. Donc un total de 8 consultations remboursées, partiellement. Alors en général, les tabacologues, ils mettent 30, 40, 50 € la consultation. Moi, quand je consultais, je mettais 100 €. Mais moi, je suis meilleur. Combien de temps pour arrêter de fumer? Eh bien ça encore, il faut organiser ça avec le fumeur. Moi, je ne mettais pas de limite de temps. Je laissais la possibilité au fumeur de voir quand est-ce qu'il était prêt. Mais par contre, on passait 2-3 séances à se préparer, à analyser, à donner tous les conseils spécialisés, à donner des exercices de réflexion, des exercices pour se préparer. OK, dans telle situation, je sais qu'il y a la pause. Il y a la pause pipi avec les collègues, ils vont aller fumer, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que je vais au cinéma avec des amis, et puis après on va aller boire un verre, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Il faut se préparer. Donc je ne mettais pas de délai pour l'arrêt du tabac, je laissais la liberté, mais si à un moment donné on me disait, voilà, maintenant là j'arrête à tel jour, telle heure, etc., alors là maintenant on y va et on fonce. Mais on peut après corriger. Il peut y avoir des rechutes, un petit écart, j'ai refumé une cigarette, c'est pas grave. Alors on corrige l'écart, on regarde, ok, qu'est-ce qui s'est passé, et on essaie d'adapter le suivi au mieux. Qu'est-ce que vous pensez des fumeurs de pipe? Qu'est-ce que j'en pense? Oui. Qui s'intoxiquent? Oui, bien sûr, mais il paraît qu'ils peuvent avoir des tumeurs de la lèvre. Ah oui, bien sûr. Mon mari bien en sûr. a connu plusieurs. Comme avec la cigarette, Mais aussi, comme avec le joint, ça c'est des cancers de la sphère ORL. on dit que Ça, c'est plus dangereux la pipe, je ne sais pas, je demande votre avis. Encore une fois, alors la pipe c'est un peu particulier parce que c'est plus difficile à quantifier. Ça va dépendre aussi combien de fois par jour on va le faire, comment on va tirer. Voilà, tout ça, ça dépend du tirage, encore une fois. Donc ça dépend de la façon dont on fume. Mais à partir du moment où on fait passer de la fumée dans la bouche,
Ça atteint les dents, ça atteint les lèvres, ça atteint les gencives, ça atteint la langue, le bol du palais, le larynx, le pharynx, les poumons. Et après, ça atteint aussi le reste, parce que les substances toxiques qu'on a dans les poumons, après, ça passe dans le sang. Le sang, il est filtré par les reins. Et quand ça filtre par les reins, ça va dans la vessie. Et donc, il y a des cas de cancer des reins et de la vessie aussi. Les urologues, ils insistent beaucoup quand ils ont des patients, savoir est-ce que vous fumez. C'est un facteur de risque. Les reins et la vessie. Oui, alors ce n'est pas un facteur favorisant, mais ça va rentrer en compte si on envisage une chirurgie, parce qu'au niveau de la cicatrisation, en fait, ça va ralentir la cicatrisation et il peut y avoir des interactions avec les substances qui sont utilisées pour vous anesthésier. Donc en général, un fumeur, on conseille d'arrêter 1 mois avant une chirurgie pour avoir toutes les chances de son côté. Mais évidemment, les fumeurs, après, vont me sortir que oui, mais moi, je connais un grand-père qui a fumé jusqu'à 85 ans et il n'a jamais rien eu. C'est une toxicomanie. C'est une toxicomanie, c'est une maladie. Moins de fumeurs maintenant. Est-ce qu'il y a moins de fumeurs avec le fait que l'État est payé? C'est ça? Non, avec tout ce qu'on doit payer, avec l'État, avec les taxes qu'on nous demande. Oui, en fait. Est-ce qu'il y a quand même moins de fumeurs par rapport à toutes les restrictions? Les nouvelles statistiques, là, Cienzano ont montré quand même qu'il y a une réduction dans la population générale du nombre de fumeurs. Avant, on était autour de 25%, 20-25%. Donc ça faisait un quart à 1/5 de la population belge. Maintenant, on est 15 à 20%, en fonction du sexe, en fonction des tranches d'âge, etc. Donc oui, mais qu'est-ce qui fait ça? En fait, le principal facteur incitant à arrêter de fumer, c'est le prix du paquet. Non, c'est principalement le prix. Après, il y a un peu la santé. Après, il y a le reste de différents facteurs de motivation. Oui, là, les statistiques sont claires. Un enfant qui naît dans une famille de fumeurs a plus de chances de devenir fumeur. Il a plus de chances de devenir asthmatique et de développer des allergies. Et moi, je le constate dans les examens médicaux, quand je fais certains tests pulmonaires, les spirométries, ceux qui ont une courbe où on voit qu'il y a une petite obstruction des petites voies aériennes, en général, soit ils fument, soit il y a eu du tabagisme passif. Donc quand on me dit non, je n'ai pas fumé, je n'ai jamais fumé, si je vois qu'il y a une concavité de la courbe, je pose la question si les parents étaient fumeurs. Et là, en général, c'est oui. Oui. Dans les voitures aussi, même si ça a été interdit, on en voit encore. En tout cas, au niveau pulmonaire, avec un certain test particulier, ce qui est perdu est perdu. C'est juste que ça se stabilise, en fait. Votre capacité respiratoire, ce que vous perdez en fumant, vous l'avez perdu. Mais vous stabilisez. Le fumeur qui continue à fumer va continuer à perdre de la capacité respiratoire. Mais le fumeur qui arrête, lui, stabilise. Après, on renouvelle un petit peu. Voilà, on a vu, on élimine la nicotine, on élimine le CO, on élimine aussi d'autres choses, mais on ne récupère pas tout. Les facteurs de risque cardiovasculaire s'améliorent, mais il y a quand même des choses qui, quand elles sont là, c'est trop tard, c'est à vie. Donc autant arrêter le plus vite possible. Quand on parle de sevrage, on considère que celui qui fume la cigarette électronique n'est plus fumeur? Ou il est toujours fumeur? Alors moi, de mon point de vue, s'il ne fume que la cigarette électronique, pour moi, il n'est plus fumeur. Et dans les stats? Donc quand on nous dit que ça a diminué de autant, est-ce qu'on considère ceux qui fument les cigarettes électroniques ou pas? Ils font des statistiques, mais c'est le tabagisme de cigarette
réguliers. Cigarettes classiques. C'est les fumeurs réguliers de cigarettes classiques. Mais après, oui, ils sortent plein de statistiques dans tous les sens et pour voir un petit peu les cigarettes électroniques ou pas, etc. Mais pour moi, si quelqu'un utilise la cigarette électronique uniquement, il n'est plus fumeur. La nicotine va être très faible et puis au final, on s'en fout de la nicotine. On s'en fout de la nicotine. Moi, je m'en fous de la nicotine. Pourquoi les fumeurs, quand ils arrêtent de fumer, ils grossissent? Est-ce que c'est parce qu'ils remplacent l'addiction? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, tu as un stress, un niveau de stress, la plupart du temps, tu as un niveau de stress qui est beaucoup plus élevé. Et donc, pour compenser, il y en a beaucoup qui vont aller grignoter des bonbons, des biscuits, des chocolats, etc. Alors après, ce qu'il y a aussi, c'est que la cigarette, c'est un coupe-faim. Et en plus, la fumée de cigarette va changer le goût des aliments. Donc un fumeur qui arrête de fumer, en quelques semaines, il retrouve le goût des aliments. Ça, il faut demander aux fumeurs. Quasiment 90% vont te le dire. Oui, c'est vrai que j'ai arrêté de fumer. Waouh, je ne savais pas que ça goûtait autant. Donc, pour compenser le manque, et parce qu'ils retrouvent aussi l'odorat aussi, hein, et on sait qu'au niveau alimentation, l'odorat et le goût, ça va ensemble. Si tu perds de l'odorat, le goût il va être altéré. Donc, ils retrouvent l'odorat et le goût, et donc en fait, les papilles s'extasient. S'extasient. C'est moins épicé. Ben, c'est pour ça, parce qu'ils retrouvent en fait le goût normal des aliments, en fonction de leurs papilles et de leur terminaison nerveuse. Voilà. Mais sinon, voilà, il y a le stress et le fait de retrouver le goût. Si on parle de goût, vous avez faim maintenant, hein? Voilà, merci à vous. Bonne dégustation.